Multi-21, is it? Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Multi-21. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clyde. Salut Clyde, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Et ensemble, nous allons voir un petit peu ce que nous pouvons attendre de cette course qui s'approche, ces 500 miles d'Indianapolis qui approchent, qui vont avoir lieu ce week-end et qui vont être, comme d'habitude, je pense, une course assez impressionnante. Je sais pas, je pense que tu aimes beaucoup, toi, les 500 miles d'Indianapolis. Je suis l'IndyCar depuis 2012 maintenant et c'est vraiment une course que je loupe plus du tout depuis la première fois que je l'ai vue. C'est une course assez longue. Il y a beaucoup aussi j'aime bien regarder même 1 heure, 2 heures avant pour voir comment tout se construit, l'excitation des fans, les rites. Parce qu'il y a vraiment des rites autour de cette course. Et c'est vrai que c'est très codifié, il y a beaucoup de choses. De plusieurs heures où ça tourne en rond, mais il y a toujours quelque chose qui se passe, toujours un pilote qui va faire un pari. Et en plus, là, on a l'excitation de l'attente parce que c'est une course qui se déroule en mai. Normalement, c'est une course qui se déroule au Memorial Day. C'est une fête aux États-Unis qui commémore en général les soldats, l'armée, en particulier les soldats qui sont tombés au combat. Et là, on est en août, on est plusieurs mois après le monde aurait dû avoir cette course-là, donc l'excitation est vraiment à son comble. Effectivement, on attend tout ça avec une grande impatience. Alors, tu l'as dit, on attend tous cette course, mais en l'occurrence, le championnat, il est déjà recommencé. Il y a 6 courses qui ont eu lieu jusque-là. Ouais. Et le leader du championnat à l'heure actuelle, c'est Scott Dixon, qui a notamment remporté les 3 premières courses de la saison sur les 6 qui ont déjà eu lieu. Il mène logiquement le championnat devant Simon Pagenaud, qui s'est imposé il y a 2 courses sur ovale avec ce package Chevrolet qui finalement fonctionne peut-être pas si mal que ça sur ovale. Et puis Joseph Newgarden aussi, qui est 3e du championnat, qui s'est imposé. Et enfin, le dernier vainqueur de cette saison, c'est Félix Rosenqvist, et il pointe seulement au 9e rang du championnat parce que le pilote suédois, il a gagné une course, mais il n'est jamais rentré dans le top 10 ailleurs que sur cette course qu'il a gagnée. Tout à fait. On peut dire aussi Newgarden, c'est le champion en titre, Simon Pagenaud, le champion 2016. Donc on a 3 pilotes qui sont Scott Dixon, 5 fois champion d'IndyCar. Donc on a 3 pilotes très expérimentés qui savent gagner le championnat, qui sont en première place. Et en 4e place, on a quand même Patricio Howard, un rookie, qui est aussi pas un rookie sur le championnat, un rookie sur l'Indy 500, et qui est un pilote McLaren. Vraiment de belles choses de la part de l'équipe McLaren. Son coéquipier Oliver Askew est quand même pas si mal classé non plus. Il a fait 3e sur la première course en Iowa. Donc vraiment une équipe McLaren qui s'est alliée à SP, Sam Peter-Schmidt, c'était l'équipe de Pagenaud en 2012, 2013, 2014, et qui réalise vraiment un très très bon début de saison, mais rien comparé à ce qu'au début de saison de Ganassi, qui a remporté les 4 premières courses, les 3 premières contre Scott Dixon, et la 4e avec Rosenqvist, comme tu l'as dit. Donc juste des Penske, en général on a Pagenaud et Newgarden aux 2 et 3 premières places du championnat, mais Penske qui est peut-être pas aussi flamboyant que les années passées, alors que Penske est quand même le propriétaire du championnat et du circuit d'Indianapolis. Ils sont pas trop mal classés, mais on les attendait peut-être un peu plus forts. Et c'est vraiment Scott Dixon qui a dominé de la tête et des épaules ce début du championnat, qui est très très fort aussi sur le circuit, sur cette Indy 500, qui est dans les Fast 9, qualifié 2e, juste derrière Marco Andretti. On a longtemps pensé qu'il allait faire la pole et Andretti a réussi tout juste à être plus rapide que lui, donc un gros prétendant à la victoire pour le championnat et l'Indy. Tu fais bien de parler de Marco Andretti parce que parmi les pilotes qui ont participé aux 6 premières courses, à l'intégralité du championnat jusqu'alors, il est dernier du championnat, ouais. Marco Andretti, donc il se réveille, j'ai envie de dire, au meilleur moment puisqu'il signe la pole position de ces 500 miles d'Indianapolis, donc devant Scott Dixon et Takuma Sato, donc ça fait une première ligne quand même qui risque d'être assez explosive. Et ensuite on a en 2e ligne, à la 4e place, on a Rinus VeeKay qui est rookie et qui a fait une excellente qualification. Ouais, tout à fait, sorti un peu de nulle part sur le Ed Carpenter Racing. Ed Carpenter Racing, c'est l'équipe que Ed Carpenter a créée pour lui-même, et il fait rouler aussi d'autres pilotes sur les circuits urbains ou les circuits routiers, parce que lui est un spécialiste de l'ovale.
et un autre pilote qui roule avec lui. Et là, Vickey s'est vraiment mis en avant. On peut probablement espérer signer avec un top team s'il continue avec ce genre de résultats. Et oui, une première ligne assez impressionnante avec Dixon et Sato qui sont quand même d'anciens vainqueurs de l'Indy 500. Dixon multi-champion et Andretti, le poids familial, l'héritage familial. Il parle souvent dans les retransmissions télé de la malédiction Andretti. Finalement, ça faisait 30 ans, plus de 30 ans qu'il n'y avait pas eu un homme appelé Andretti en pôle à Indianapolis, alors que les Andretti, c'est vraiment la dynastie de la course automobile américaine. Oui, effectivement, c'est une famille qui est très très célèbre aux États-Unis. Ils ont notamment beaucoup d'écuries dans différents championnats américains. Et puis surtout, Andretti, on le connaît aussi, Mario Andretti, qui a été champion du monde de Formule 1. Donc c'est vrai que c'est une famille très très ancrée dans le sport auto. Et champion IndyCar en 1968, mais le fils et le petit-fils n'ont jamais réussi à remporter cette course-là, malgré leurs excellents résultats par ailleurs. Et malgré un très bon coup de volant aussi. Alors tu parlais de ces deux vainqueurs, Dixon et Sato en première ligne, mais il y a beaucoup de vainqueurs qui semblent aussi un peu plus en difficulté. Il y a Will Power, Tony Kanaan et Simon Pagenaud qui vont partir en 8e et 9e ligne, donc ils sont très loin. Et Helio Castroneves est encore plus loin, il partira en 10e ligne. Il y en a un qui s'en sort un petit peu mieux, c'est Alex Rossi. Il a fait un début de championnat plutôt timide et il partira 9e, donc je pense que Rossi peut-être pourra espérer des meilleures choses et peut-être espérer lancer sa saison ici à Indianapolis. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que pour les anciens vainqueurs, Castroneves n'est plus un participant régulier au championnat, il ne vient que pour l'Indy 500. Il roule avec Penske encore, mais dans un autre championnat. Et il espère faire son retour d'ailleurs. Il a indiqué qu'il discutait avec plusieurs équipes, prioritairement Penske, je pense, pour faire un retour à temps complet en IndyCar. Je pense qu'il s'amuse plus tellement là où il est. Mais bon, sur les autres vainqueurs, ils sont souvent aussi en Chevrolet. Et ça, c'est un petit peu la déception. Le turbo en mode qualification de Chevrolet n'est pas du tout performant. On le voit sur les 9 premiers. Il n'y a qu'un seul représentant de Chevrolet. Ryan Vickey, pardon. Et sur les 33 pilotes, les Chevrolet sont plutôt dans la deuxième partie de la grille. Ah oui, tu fais bien de parler de ce mode qualif, parce que c'est un petit peu comme en Formule 1, sauf que là c'est vraiment accepté et c'est légal, voilà. Mais effectivement, pour la qualification, les écuries ont le droit de demander un peu plus au moteur, notamment au turbo, et d'avoir un peu plus de pression de turbo et donc plus de puissance. Et là-dessus, Honda s'en sort beaucoup mieux. Néanmoins, je pense que c'est absolument pas rédhibitoire de partir plus loin pour les pilotes Chevrolet. Premièrement, parce qu'il faut quand même rappeler que les 500 miles d'Indianapolis, c'est une course de 500 miles, donc dans les 800 km. Donc il y a beaucoup de temps pour remonter. Et puis surtout, on l'a vu notamment avec Pagenaud, avec je crois que c'est Hunter Ray, je vérifie. Non, Newgarden, pardon. Les moteurs Chevrolet sont très bien placés au championnat et ils sont aussi très rapides sur des courses sur ovale. Donc potentiellement en course, cet écart va disparaître et même les moteurs Chevrolet vont pouvoir remonter aux avant-postes. Tout à fait. Si on regarde les résultats des essais, on s'aperçoit que les Chevrolet sont compétitifs en conditions de course. Alors effectivement, par contre, il y a une inconnue quand même qui est ce nouveau package aérodynamique. Alors déjà, il y a un nouveau package aérodynamique depuis, je crois, 2 saisons désormais, avec des voitures qui sont à plus faible traînée, ce qui permet évidemment d'augmenter le nombre de dépassements sur les circuits urbains et routiers. Mais en revanche, sur les circuits ovales, c'est plus compliqué parce que le phénomène d'aspiration est beaucoup moins marqué et c'est beaucoup plus difficile de doubler sur ovale avec ces nouveaux packages. On l'a vu les dernières années avec moins de dépassements. Et puis il y a une nouvelle inconnue, c'est l'aéroscreen qui a été développé par Red Bull et qui est mis en place donc sur toutes ces monoplaces d'IndyCar. Et donc l'aéroscreen, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une sorte de gros pare-brise, une sorte de halo mais amélioré avec une vitre devant pour éviter vraiment les projections de petits objets. Et il y a quand même une incertitude autour de cet aéroscreen. Les écuries ne savent pas trop comment les voitures vont se comporter en peloton avec l'aéroscreen. En tout cas, il y a déjà eu quelques courses de fait sur ovale, mais ça reste encore un domaine de progression pour beaucoup d'équipes. Oui, d'autant que les courses sur ovale sont des ovaux plus courts, surtout l'Iowa qui est un ovale qui est très 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 court. Donc on n'a pas autant effectivement de retour sur cet aéroscreen. Alors d'après ce que Alonso en disait d'ailleurs, effectivement ça perturbe un petit peu
la façon dont la voiture se comporte, c'est un petit peu plus difficile de se rapprocher, donc ce ne sera pas une course avec autant de dépassements qu'il y a quelques années. Maintenant, l'aéroscreen, en général, à part un petit problème de chaleur qu'ils sont en train de travailler en favorisant de l'extraction d'air dans le cockpit, les pilotes ne s'en plaignent pas, ils voient très bien. Il n'y a pas d'angle mort comme ils avaient craint en premier lieu. Il n'y a pas non plus de reflets sur la vitre comme ils avaient pu craindre aussi. Non, ils en sont très très contents, et d'ailleurs l'aéroscreen a déjà servi en Iowa sur un assez grave accident qui aurait pu être très grave, et qui finalement l'aéroscreen a permis de dévier certains débris qui n'auraient pas été déviés par le halo de la Formule 1. Oui, donc c'est vrai que là-dessus, Red Bull a fait un excellent travail, puisqu'ils espéraient imposer cet aéroscreen en Formule 1. On leur a refusé pour le halo qui était plutôt développé du côté de chez Ferrari. Et puis finalement, cet aéroscreen, ils ont réussi à le recaser en IndyCar, et puis ça fonctionne très bien. Je pense que c'est un bon point pour cet élément de sécurité. Possible que ça vienne en Formule 1 d'ailleurs, si ça fait ses preuves en IndyCar, qui est considéré comme un championnat très très dangereux. Il suffit d'entendre Cyril Abitboul sur Alonso qui dit qu'il croise les doigts jusqu'à dimanche soir. L'IndyCar a la réputation d'être un championnat très dangereux. C'est vrai que c'est un championnat qui a fait des blessés assez graves, où il y a eu aussi des décès assez récemment. Donc c'est possible que si l'IndyCar arrive à prouver l'efficacité de l'aéroscreen tel dans un championnat qui est considéré comme dangereux, ça pourrait se généraliser à d'autres disciplines. Oui, effectivement. Mais tu parlais de danger. D'ailleurs, je crois même que Romain Grosjean avait dit que pour lui, c'était hors de question de venir en IndyCar, parce que c'était beaucoup trop dangereux. Mais le NASCAR, ça va pas. Effectivement. Tu parlais de Fernando Alonso, justement. Alors, c'est un peu l'homme sur lequel tous les yeux vont être braqués. Il part assez loin, il part en 9e ligne. Est-ce qu'il peut remonter? Est-ce qu'il peut gagner ces 500 miles d'Indianapolis? Alonso, c'est quand même un pilote extrêmement talentueux. Il a prouvé que avec la bonne voiture, il avait le rythme et la science de course pour pouvoir être placé dans le bon groupe dans les 30 derniers tours. C'est ça qui est important. C'est une course très longue. Il y a 500 miles. Il faut les faire. La première partie de la course, c'est vraiment il faut faire le boulot, être dans le bon rythme, et vraiment se placer sur les 30 derniers tours. Et là, dans les 30 derniers tours, c'est une autre course qui commence. Et il faut être vraiment placé dans le bon groupe, parce que à ce moment-là, la vitesse va commencer à augmenter, parce que les voitures sont plus légères, les pilotes voient l'arrivée et ont envie de gagner, tout simplement. Donc si on n'est pas dans le bon wagon, on a plus de mal à rattraper. Donc tout l'enjeu d'Alonso, ça va être de se raccrocher à ce wagon-là, soit par la stratégie, soit par le dépassement. Peut-être plus difficile par le dépassement cette année que ce que c'était il y a 3 ans. Mais il a le talent pour, ça c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il a la voiture pour? Est-ce qu'il a le moteur pour? En regardant les essais libres, il a le rythme. Il était 5e sur les premiers essais libres, 8e sur les deuxièmes essais libres, un petit peu moins bien sur le troisième. Non, pas longtemps, un petit peu moins bien sur le deuxième essai libre, 8e temps, si je me souviens bien, sur le deuxième essai libre, là où il avait eu son accident. Sur les essais libres avec les conditions de qualification, on a vu à ce moment-là l'avantage que Honda avait pris sur Chevrolet, donc ça s'est vérifié en qualification, pas de souci. Et là, sur les derniers essais libres qu'il y a eu dimanche après les qualifications, il a quand même fait le 11e temps, ce qui n'est pas si mal que ça, pas aussi bien que les premiers essais libres. Et il reste encore Carburation Day, comme ils disent, vendredi, pour améliorer le package, améliorer la voiture, trouver ses marques, retrouver un peu de confiance après quand même le petit accident qu'il a eu, pas très grave, qu'il a eu jeudi. Donc, il a le talent pour, ça c'est sûr. Il a une voiture qui est quand même compétitive. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de se raccrocher au bon wagon pour les 30 derniers tours. Oui, effectivement, mais tu l'as très bien dit, mais c'est vrai que les 500 miles d'Indianapolis, c'est une course à 90%, une course d'attente, et puis tout se joue à la toute fin de course, où là, ça joue vraiment des coudes pour se placer. Mais c'est justement, je pense, dans ce genre de situation que l'expérience de course de Fernando Alonso peut faire la différence. Et puis, n'oublions pas qu'il peut toujours se passer beaucoup de choses sur les 500 miles d'Indianapolis.
Et il est toujours possible aussi, pourquoi pas, de faire un coup stratégique et de se retrouver, d'être parmi les seules voitures à ne pas avoir besoin de faire un dernier arrêt au stand, par exemple, et de se retrouver en très très bonne position. Ça, c'est quelque chose qui peut toujours arriver, parce qu'on va quand même rappeler que c'est une course américaine, et aux États-Unis, au moindre petit souci, on arrête la course. Donc il y a un safety car qui va sortir, s'il y a le moindre petit débris, s'il y a 3 gouttes d'eau, il y aura un safety car où tout le peloton sera regroupé, et donc ceux qui vont essayer de décaler leur stratégie sur les safety cars vont peut-être avoir un coup à jouer. C'est ça, tout l'enjeu du début de course, en fait, ça va être de garder l'essence au maximum pour pouvoir soit aller un petit peu plus loin et attendre la safety car qui va probablement arriver. On est dans une course américaine, s'il y a un débris sur la piste, effectivement la course est neutralisée. Et tout l'enjeu, c'est effectivement de faire le moins d'arrêts possible, d'être bien placé, soit de louper une fenêtre de ravitaillement en allant un petit peu plus loin et de bien se retrouver classé après. Et ça va être 90% de la course comme ça. Après, la course peut être décidée un peu plus tôt s'il y a vraiment un coup qui a été fait, mais ça on ne le saura pas nous, hein. Comme Rossi en 2016 qui avait ravitaillé vraiment en dehors de la fenêtre et qui s'était retrouvé à faire un relais assez long et qui finalement a gagné la course, mais on s'en est pas rendu compte avant la toute fin, nous. Effectivement, il n'y a que les écuries qui savent ce qu'il y a dans les réservoirs. Exactement. Voilà. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce qui pouvait se passer ce dimanche lors de ces 500 miles d'Indianapolis. Ouais. Maintenant, j'aimerais que tu te mouilles un peu. Je pense que tu te mouilles beaucoup déjà puisque tu es breton. Mais j'aimerais que tu te mouilles un peu. Qui vois-tu remporter cette course? Non, j'aimerais bien, mais ça reste toujours une possibilité. Mais c'est vrai que le rythme d'Andretti, hein, qui passe seulement sur les qualifications, est quand même très très bon depuis le début du week-end. Scott Dixon aussi va être un gros client. En dehors de ça, je pense que c'est assez ouvert, mais je pense qu'il faut vraiment voir Andretti et Dixon comme de gros clients vu leur rythme en course, en plus de leur très bonne qualification. Eh ben oui, écoute, moi je vais te rejoindre. C'est vrai que je suis séduit par ce que fait Scott Dixon en ce début de saison. Et il est très très fort, Scott Dixon. Il a 40 ans, ouais. Donc à l'âge où beaucoup ont arrêté leur carrière depuis plusieurs années déjà, lui il est encore au top de sa forme. Et c'est incroyable ce qu'il fait cette saison. Et je pense que ce sera vraiment un des hommes à battre. J'ai envie de le mettre comme favori, mais tout peut arriver. Et il y a d'autres très très bons pilotes, hein, Takuma Sato, Alexander Rossi qui sont là. Et même si on va voir un peu plus loin, Joseph Newgarden qui ne s'est jamais imposé et qui pourtant est très très bon aussi, Will Power plus loin, Simon Pagenaud vainqueur l'année dernière évidemment, celui que j'aimerais voir gagner cette course même si j'y crois pas beaucoup, Fernando Alonso. Donc voilà, il y a une très très belle course qui nous attend. Je te remercie Clyde d'avoir animé cette émission avec moi, c'était très sympa. Merci à toi. Et puis, on vous remercie vous surtout de nous suivre. Hein. Ça nous fait toujours plaisir de voir le nombre de vues augmenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre la petite cloche, c'est important pour nous aussi. On le répétera jamais assez. Voilà. À la prochaine, à la semaine prochaine peut-être pour le débrief de la course. Profitez bien de cette magnifique course des 500 miles d'Indianapolis et à bientôt. Salut. À bientôt, bonne course.